Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. L'offensive du froid se poursuit sur l'Hexagone et elle a fait 2 nouvelles victimes. Un couple de sexagénaires dans l'Hérault. Il se promenait en bateau quand l'homme est tombé dans l'eau glacée. Sa femme a plongé pour tenter de le sauver. Tous deux sont morts d'hypothermie, portant à 14 le nombre de victimes du froid. Des températures polaires qui frappent de plein fouet plus de la moitié du pays. 52 départements toujours placés en vigilance orange. Avec le vent, les températures ressenties peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés. La Haute-Corse, elle, est sous la neige depuis ce matin. Une neige qui, en revanche, s'est arrêtée de tomber en Provence. Hier, les toits de Brignoles ont été recouverts en quelques heures, les routes aussi. Résultat, une belle pagaille entre voitures qui patinent et automobilistes déroutés. Je suis en travers, c'est la première fois que je roule sur la neige. Là. Je suis désarmée, je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, c'est le verglas qui pourrait poser problème. La vigilance reste de rigueur pour les premiers départs en vacances d'hiver. Une petite remontée du mercure est prévue à partir de lundi, mais pas de quoi parler de redoux. Plus que le redoux, c'est le dégel que certains attendent à Mulhouse. Le port est gelé, les bateaux prisonniers de la glace depuis une semaine. Alors vous allez le voir, les plaisanciers prennent leur mal en patience. Un port gelé, plutôt poétique, de loin, mais la perspective d'habiter dans l'un de ces bateaux pris dans la glace semble tout de suite moins engageante. À tort, car les 4 habitants actuels du port de plaisance de Mulhouse se plaisent ici par tous les temps. Au lieu d'être sur un bateau, on est sur une caravane qui est bloquée en fin de compte. C'est un peu la même chose, puisque l'habitabilité d'un bateau, c'est un peu l'équivalent d'une caravane. À l'intérieur, il fait bien chaud, rien à envier à une maison en dur. Et l'avantage du port gelé, c'est que les bateaux ne tanguent plus. Personne ne vient briser la glace, il n'y a plus qu'à attendre. Il faut attendre que ça dégèle. Là, il n'y a pas le choix. Et actuellement, il doit y avoir quand même pas mal épais. En principe, on doit avoir 15-20 cm là, actuellement. Serge Brie habite ici depuis 2 ans. Il s'occupe de la capitainerie du port, toutes les tâches administratives concernant les plaisanciers. L'un d'eux lui a d'ailleurs demandé de relever les compteurs électriques pour vérifier la consommation. Et ça file vite par ce froid. Oh, c'est beaucoup, hein. Alors perdu pour perdu, il n'y a plus qu'à trinquer. Les plaisanciers vont se laisser vivre encore quelques semaines à quai avant de voguer à nouveau sur les flots. Le dégel leur offrira leur liberté, momentanément perdue. Le plan canicule face au froid sibérien, c'est la parade surprenante mais efficace mise en place à Castres pour venir en aide aux personnes fragiles. Les services sociaux ont récupéré le fichier du plan canicule pour contacter les habitants les plus menacés par les températures extrêmes. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est le service de l'action sociale à Castres. Je me permets de vous appeler pour vous demander des nouvelles de madame. Si vous savez effectivement pourquoi ça ne répond pas chez elle. Des coups de fil comme celui-ci, Sophie, agent du centre d'action sociale de la ville de Castres, en a passé plus d'une centaine depuis hier. Son objectif, comme celui de ses 2 stagiaires, s'assurer que les personnes isolées ne souffrent pas trop du froid. Et si l'appel sonne dans le vide, la consigne est d'insister. On essaie de savoir effectivement où la personne peut être allée, si elle est sortie, si elle n'a pas de soucis chez elle. Sinon, effectivement, on essaie, par rapport au contact, de voir s'il faut prévenir les pompiers si nécessaire. L'été, nous avons un plan canicule. Donc nous possédons un fichier de 450 personnes isolées, fragiles, et nous allons utiliser ce fichier pour les contacter. Nous avons commencé hier. Pour contacter ces personnes et voir si elles ont besoin d'aide, de renseignements, si elles vont bien. À l'autre bout du fil, des personnes comme Jeanne. À 87 ans, elle vit seule de manière tout à fait autonome. Le froid, elle y fait face sans trop de soucis, mais l'appel du CCAS l'a touchée et rassurée. On m'a demandé que j'étais inscrite sur le plan canicule, si tout allait bien, si j'avais besoin de quelque chose. Alors j'ai répondu que non, que ça va. C'était très gentil d'appeler les gens. Je trouvais que c'était bien. Parce que moi je suis bien, mais il y a d'autres personnes, des fois, qui ne le disent pas et qui sont bien plus mal que moi. Aucune situation d'urgence n'a été relevée ces dernières heures par le CCAS. Les appels reprendront lundi et le plan grand froid sera réactivé à chaque période de température extrême. C'est un rayon de soleil pour les salariés de Photowatt. EDF va reprendre le pionnier français du panneau photovoltaïque. Ce sauvetage, Nicolas Sarkozy viendra lui-même le présenter sur le site de Bourgoin-Jallieu mardi. Certains y voient un nouveau coup électoraliste dans la lignée de Le Jabi, même si seul le tribunal de commerce tranchera. J'aurai d'ailleurs l'occasion
la semaine prochaine, de me rendre avec les ministres chez Photowatt, parce que grâce à EDF, nous présenterons pour les salariés de Photowatt une formule de reprise industrielle. L'annonce par le chef de l'État de la reprise de leur entreprise par EDF avant même la date butoir du dépôt des offres devant le tribunal de commerce de Vienne. Les salariés de Photowatt n'en reviennent toujours pas. EDF, le grand groupe public, celui-là même qui achète actuellement du panneau photovoltaïque chinois au détriment du français Photowatt. EDF qui début janvier encore démentait tout projet de reprise. Pour les salariés de Photowatt, pas de mystère, la course à la présidentielle n'y est pas étrangère. C'est politisé. C'est politisé à fond, faut pas s'en cacher. C'est un soulagement. Maintenant, la décision, c'est pas EDF c'est pas le gouvernement, c'est pas personne qui va la faire, c'est le tribunal de commerce de Vienne, le 21. Maintenant, à savoir si ça va être la meilleure offre aussi. Les offres, elles tombent justement sur le bureau du président du tribunal de commerce de Vienne, Pierre Sibu. Et sur les 4 offres, 3 sont très sérieuses, notamment celle de ECM, fabricant grenoblois de fours industriels. Non, c'est pas une offre ridicule du tout. Voilà, EDF a qu'à bien se tenir. Hein. Ce fournisseur de Photowatt propose de reprendre 379 salariés quand EDF envisage de conserver 345 personnes et d'en reclasser 85. Mais il y a aussi Solareso, société lyonnaise spécialisée dans le montage de panneaux photovoltaïques. Elle prévoit de reprendre 222 salariés. Les jeux ne sont pas faits. Personne n'a dit que EDF l'emporterait forcément. EDF, par contre, est une société du CAC 40 qui bénéficie de moyens considérables financiers et qui, effectivement, a priori, part avec un avantage, mais ça n'est pas le cas. Les 3 offres seront examinées au même niveau. Je rappelle qu'en France, il y a la séparation des pouvoirs, que nous sommes dans une instance judiciaire et que c'est le tribunal de commerce qui décidera. La décision sera rendue le 21 février prochain à Vienne, une semaine après le passage de Nicolas Sarkozy devant les salariés de Photowatt. Les Conti refont parler d'eux. Environ 150 anciens employés de l'usine continentale de Clairvoy dans l'Oise se sont rendus devant le siège français du groupe à Sarreguemines. L'occasion de rappeler à la direction qu'elle s'était engagée à reclasser tous les salariés du site. Mais ils sont aussi venus soutenir leurs collègues des autres usines qui se font du souci pour leur avenir. Un déploiement de force et une mobilisation nécessaires pour le comité de lutte pour que le plan de reclassement soit respecté jusqu'au bout, mais aussi une journée de solidarité de tout le groupe Continental. C'est un groupe Continental qui fait beaucoup d'argent et qui ne cherche qu'à augmenter la productivité par tous les moyens, en utilisant des pressions sur les salariés, des référendums, des plans, en utilisant l'intérim, la sous-traitance. Malgré une température ressentie au-delà de moins 10 degrés, Sarreguemines les accueille à l'extérieur avec une soupe chaude et un encas. C'est pas la soupe populaire, c'est la soupe revendicative. Les Conti-Picards sont venus soutenir leurs camarades lorrains. La situation, à l'intérieur, a des relents connus. On suit le même chemin qu'eux, hein. C'est du chantage à l'emploi tous les jours chez nous. Hein. C'est des cadences augmentées, des temps de pause en moins, la signature du CAP 2014 qui est une honte. Pour le comité de lutte, leur exemple doit servir toutes les luttes ouvrières. Affirmer notre force et puis je dirais transmettre le flambeau, notre expérience, leur dire aux travailleurs de Sarreguemines, ne cédez pas, ne vous laissez pas faire. Le chantage ne paye jamais. Relevez la tête, battez-vous, ensemble on se battra et puis demain on gagnera. La direction a essayé d'empêcher la rencontre des ouvriers des 2 usines. Pourtant, la promesse de venir sans intention d'envahir l'usine a été respectée. Tous ensemble, ouais, ouais. À Montagnac, dans l'Hérault, un jeune homme a été confondu par les forces de l'ordre avec un violeur recherché et ils l'ont passé à tabac. Si les policiers ont reconnu leur erreur, ils nient la violence. La victime demande réparation. Ça c'est la bouche, avec les dents cassées. Bon, on n'en voit qu'une, mais il y en a 4. Dents cassées, nez et pommettes abîmées, côtes fêlées, contusions multiples. Ces images ont été prises moins de 3 heures après l'intervention de la police. Ce dimanche après-midi-là, la victime est en famille à Montagnac quand des hommes cagoulés et armés fracassent la porte d'entrée et se jettent sur le jeune homme sous les yeux de sa sœur et de sa nièce. Une fois qu'ils l'ont allongé et aplati par terre, ils lui ont commencé à lui donner des coups de pied, des coups de crosse dans la bouche, des coups de bouclier. Et il y en a même un qui lui a fait une marque de Rangers sur le dos. Ils m'ont relevé au bout de 10 minutes, ils m'ont mis assis sur la table, toujours menotté. Et ils ont essuyé le sang avec 2 t-shirts à moi.
À ce moment-là, les policiers se sont rendus compte de leur erreur. Le jeune homme n'a rien à voir avec le violeur recherché. Ils sont partis avec les 2 portes cassées, normal, sans s'excuser, sans appeler d'ambulance pour moi. Et ils sont partis. Dans la foulée, la victime va porter plainte à la gendarmerie de Pézenas et se rend aux urgences de la ville. Bilan, 2 jours d'interruption de travail partiel et un constat médical détaillé. Aujourd'hui, la brigade de recherche et d'intervention du SRPJ de Montpellier avoue son erreur sur la personne, mais réfute la violence de l'interpellation. De son côté, l'avocat du jeune homme veut saisir la commission de déontologie de la police pour abus. Je demande qu'ils s'excusent déjà et qu'ils réparent ce qu'ils ont fait, quoi. Parce que moi j'ai du mal à dormir, voilà, je suis plus comme avant, là. Je sursaute à chaque gros bruit, je sursaute, mais ça va. Par ça, c'est bon. La plainte pour coups et blessures devra aussi prendre en compte les préjudices moraux pour la famille qui a assisté à la scène. Les enfants sont aujourd'hui suivis par un psychologue. Les vacances de février ont débuté, les stations de ski se remplissent peu à peu. Mais sur les pistes comme sur la route, il y a quelques règles à respecter pour éviter les accidents. À Méribel, des patrouilleurs surveillent les skieurs et leur donnent quelques conseils. Skier jeunesse, mais pas trop vite. C'est le message des Security Patrol, la nouveauté de la saison à Méribel. Ici, plus de 3000 personnes se croisent chaque jour sur les pistes et certaines ne maîtrisent pas forcément leur glisse. Mission pour ces patrouilleurs, rappeler les règles de sécurité aux skieurs. C'est une piste qui prête à avoir envie d'avancer, faire des grandes courbes. Donc ça peut à certains moments être un petit peu dangereux. Pour les fonceurs, comme pour les skieurs moins avertis, cette initiative est plutôt bien accueillie. Moi je fais attention personnellement je pense, mais je me dis c'est bien de sensibiliser les autres parce que parfois j'ai un petit peu peur du comportement des autres, donc ça me rassure aussi par rapport à l'ensemble. Attention à ne pas confondre ces hommes verts avec des gendarmes. Les 7 patrouilleurs ne sont ni là pour verbaliser, ni pour retirer des forfaits. La mise en place des Security Patrol évite d'avoir par exemple une nouvelle loi, un nouveau règlement, un code par exemple des pistes qui serait à la fois difficile à établir et difficile à faire respecter. Si vous voulez vous arrêter, restez de l'autre côté des jalons. Il est encore trop tôt pour savoir si la patrouille a fait ses preuves. En tout cas, depuis le début de la saison, le nombre d'accidents est en baisse par rapport à 2011. Méribel prévoit déjà d'augmenter les effectifs pour l'année prochaine. La beauté des fonds sous-marins attire de nombreux passionnés ce week-end. Ils se donnent rendez-vous à Strasbourg pour la fête européenne de l'image sous-marine. Grâce aux progrès techniques, les films sont de plus en plus beaux et impressionnants. Magnificence, féerie, somptuosité, les images sous-marines ne laissent pas indifférents. Elles sont même souvent bluffantes, de plus en plus, au bénéfice des progrès constants des chasseurs d'images et de leur matériel. Maintenant, on est dans une phase supplémentaire où les techniques de plongée permettent d'aller plonger couramment dans les 100 mètres. Et dans cette frange 80-150 mètres, les biologistes font des découvertes quasiment à chaque plongée. Et là, effectivement, d'avoir des techniques de photographie et de film, ça permet de ramener les témoignages de la bestiole dans son environnement. Et ça, c'est effectivement, en plus, avec des qualités d'image maintenant qui sont impressionnantes. Rares sont les occasions d'admirer un tel concentré d'images. Le festival strasbourgeois en est une. C'est un concours européen présentant des centaines de photographies et une trentaine de films. C'est un rendez-vous d'initiés, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion de délivrer un message au grand public. L'homme est et restera son propre prédateur. C'est le point crucial de ce genre de manifestation. Il faut que les enfants sachent que la mer est un milieu extrêmement fragile et qu'il faut impérativement le protéger. Éviter de jeter des sacs en plastique et autres au fond de l'eau, parce que c'est l'horreur quand on découvre ça au fond et tous les dégâts que ça peut faire. C'est aussi pour cela que l'événement s'appelle aujourd'hui la Fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. C'est à découvrir jusqu'à dimanche soir. Tout de suite, votre édition des initiatives.